Grand moment de débat ce matin, d'Éden, ce mercredi, instant décryptage. Deux listes, eh bien, sont les deux listes qui doivent prendre part, qui doivent compétir en liste pour les législatives de 2019 connues. L'Union progressiste et le bloc républicain, tous deux de la mouvance présidentielle. Sur les 7 dossiers parvenus à la Sénat après donc examen, la Sénat a validé ces deux listes. Le président Emmanuel Tiando était face à la presse ce mardi et a rendu public la décision. Et juste après, eh bien, beaucoup de polémiques, beaucoup de commentaires. L'opposition déjà qui crie à l'exclusion, eh bien, pour les courses aux législatives de 2019. Une situation d'imbroglio s'installe, bien ça se mine alors vers quoi concrètement pour ces législatives du 28 avril. Une rencontre a été annoncée pour ce matin entre la classe politique et le chef de l'État. Pour en parler, nous avons deux invités dans ce studio, eh bien, pour faire l'analyse des listes validées par la Commission électorale nationale autonome Sénat, validation de deux blocs de la mouvance pour la législative de 2019. Quelle analyse? Avec moi dans ce studio, à ma gauche, Saliou Adamou, il est acteur politique, et en face de lui, Arnaud Doumaou, il est journaliste, analyste politique. Chers invités, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Saliou Adamou, je commence par vous. Vous avez suivi le président Emmanuel Tiando hier au cours de cette conférence de presse, et après examen, après dépôt des dossiers des candidatures, après examen, la Sénat retient, selon le respect des tests, puisque le président de la Sénat l'a bien dit, deux blocs. Il s'agit peut-être coïncidence ou on ne sait pas. En tout cas, ce sont pour le moment les deux parties qui sont en règle par rapport aux pièces demandées par la Sénat. Il s'est fait qu'on retrouve les deux blocs de la mouvance présidentielle. Quelles sont vos réactions? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie aussi les téléspectateurs et nous vous remercions davantage pour nous avoir invités pour analyser un peu les décisions de la Sénat par rapport à la validation de certains partis ou des partis politiques pouvant compétir le 28 avril prochain. Monsieur le journaliste, il y a un adage qui dit « Si tu ne peux pas dire la vérité, il ne faut pas applaudir le mensonge ». Nous sommes dans un pays démocratique. Et la démocratie, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et en démocratie, les prérogatives de chaque institution sont connues. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces partis politiques qui ont été, selon nous, qui ont été exclus, parce que la Sénat nous dit que ces partis ne respectent pas le code électoral. Est-ce que c'est de l'exclusion? C'est de l'exclusion, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, parce que lorsque vous prenez le nouveau code électoral, nous avons toujours l'habitude de dire que ce nouveau code électoral ne contient dans aucun de ces articles le certificat de conformité. Et ce certificat de conformité qui exclut surtout les partis comme l'USL, UDBN et autres. Les 5 autres partis restants, parlant du bloc républicain, de l'Union progressiste, Moël Bénin, PRD et FCDB. FCDB qui se réclame de l'opposition, c'est de la mafiosie, ça c'est du mensonge, ça c'est de la tromperie, c'est de la supercherie que... Mais c'est comme la position. Non, ce n'est pas une position. Nous connaissons celui qui. Vous savez, nous connaissons Soumanou Touleba. Et son rapprochement au chef de l'État, nous le savons. Et puis, ses premières déclarations à l'endroit du chef de l'État, pour l'amadouer dans le sens des poids, nous le savons. Nous avons toutes ces images là aujourd'hui, tous ces écrits sont là. Et il ne peut pas quitter du jour au lendemain pour dire qu'il se réclame de l'opposition. L'opposition, tout le monde la connaît. Aujourd'hui, c'est RE, c'est USL, c'est FCBE. C'est les trois partis que nous, en tout cas, que le peuple béninois, aujourd'hui, sait
qu'ils sont de l'opposition béninoise. Lorsque vous prenez le bloc républicain, vous prenez l'Union progressiste, la Sénat qui vient nous dire que ce sont ces partis politiques qui sont conformes à la charte des partis politiques, qui sont conformes au code électoral, par rapport à quoi? Parce que ce qui est reproché aux autres partis, par exemple l'USL et UDBN, c'est que ces partis politiques n'ont pas le certificat de conformité. Et nous avons demandé au président de la Sénat, ce certificat de conformité se trouve dans quelle loi? Est-ce que c'est dans le code électoral ou c'est dans la nouvelle charte des partis politiques? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce certificat de conformité vient unilatéralement du professeur Djokbénou. Tout le monde le sait. Il faut écarter les 6 autres membres de la Cour de ça. Parce que ça a plu à Joseph Djokbénou de prendre une décision unilatérale pour dire qu'il nous faut un certificat de conformité. Est-ce que les prérogatives de la Cour constitutionnelle, est-ce que c'est de voter la loi à la place des députés? Lorsque vous prenez notre Constitution, les prérogatives de chacune de ces institutions sont connues. Les membres de l'Assemblée nationale, le parlementaire, fait quoi? Le parlementaire vote les lois, consent l'impôt et autres. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas en réalité son rôle là. La Cour constitutionnelle est le seul et unique arbitre de la compétition des législatives. Donc, cet arbitre, aujourd'hui, nous avons des doutes sur cet arbitre-là. Parce que sa mission, elle est double. Sa mission n'est pas de prendre des lois à la place de l'Assemblée nationale. Ça, c'est même une injure envers les parlementaires, envers l'Assemblée nationale. Parce que la Cour a posé le problème de mise en conformité et autres, cela ne veut pas forcément dire... non, ça ne fait pas partie en fait des prérogatives de la Cour. C'est une nouvelle charte des partis politiques. Il est normal quand même que les partis se conforment. Vous n'avez pas compris? Avant que le code électoral ne soit promulgué, ça a été rendu conforme à la Constitution par Djokbénou. Avant que le code électoral ne soit promulgué par le chef de l'État, ça a été rendu conforme à la Constitution par Maître Djokbénou. Et pourquoi aujourd'hui, il vient nous rajouter encore un certificat qui est en train de créer l'imbroglio, la confusion totale dans le pays. La mission de la Cour constitutionnelle, la mission de la Cour constitutionnelle est double. La Cour constitutionnelle, elle est juge du contentieux électoral. Donc, la Cour constitutionnelle est statue sur la base des éventuels recours. La Cour constitutionnelle ne prend pas des lois. La Cour constitutionnelle ne vote pas. C'est une violation. C'est qu'ils ont violé violemment la Constitution. Or, normalement, cette Cour, c'est elle qui est l'arbitre, comme je vous l'ai dit tantôt, pour réguler un certain nombre de choses dans le pays. Mais aujourd'hui, nous disons que la Cour constitutionnelle, c'est elle qui vient davantage mettre de l'essence dans le feu. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Et cette exclusion, monsieur le journaliste, si nous l'acceptons en 2019, c'est qu'en 2020, ils feront aussi les mêmes choses et on ne pourra rien faire. Comme le chef de l'État a toujours l'habitude de dire, vous ne pouvez rien, vous allez en souffrir et vous ne pouvez rien faire. Donc, si jamais nous l'acceptons en 2019 et qu'en 2020, c'est qu'on va l'accepter, en 2021, il y aura aussi élection sans l'opposition. Donc, c'est maintenant de dire non à tous ces désordres et de restaurer la démocratie et de restaurer l'image de la démocratie que le Bénin, chaque jour que Dieu fait, essaie de vendre un peu partout dans le reste du monde. Arnaud Doumaon, voilà, votre vis-à-vis, Salih Wadamou, qui trouve que la situation l'imbroglio, aujourd'hui, tout serait venu de la Cour constitutionnelle. Bon, je crois que je ne sais pas... Je n'ai pas la même vigueur que Saliou. Je comprends qu'il soit acteur politique et donc je comprends tout à fait sa réaction. Mais je dis que on doit pouvoir faire la part des choses. La Cour constitutionnelle, premièrement, là je le rejoins, n'est pas habilitée à légiférer. Vous vous souvenez que lors des toutes premières décisions de la Cour Djokbénou, où on avait installé le COS-LEPI hors délai,
et le professeur Olo, Lacour Olo avait demandé à ce qu'on décompte à partir de l'installation des membres du COSNEPI. Mais dès que la Cour d'Ogbenou est venue, on a dit non, ce n'est pas possible. Il faut respecter strictement la loi. C'est ce que la Cour d'Ogbenou a dit. Et donc, on a fait donc un retour au respect strict de la loi parce que la Cour avait estimé à l'époque qu'il ne revient pas au juge constitutionnel de suppléer à la loi là où le législateur n'a pas légiféré. Et vous voyez, juste après quelques mois, on observe que la même Cour d'Ogbenou prend une décision qui vient suppléer là où le législateur n'a pas légiféré. Donc, parce que le législateur n'a pas prévu le certificat de conformité. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire que la Cour, le juge constitutionnel est sorti de son rôle de juge constitutionnel pour venir légiférer parce qu'on a rajouté à la loi ce qui n'existait pas, ce que le législateur n'a pas prévu. Vous voyez, donc je dis, de ce point de vue-là, la Cour, le juge constitutionnel n'est pas habilité à légiférer. Et la Cour d'Ogbenou, je dirais, nous l'avait bien dit, jusqu'au début de son mandat. Mais aujourd'hui, on remarque que la Cour d'Ogbenou commet également les mêmes erreurs. Maintenant, je dis, de ce point de vue-là, certainement, je rejoins mon ami de ce point de vue-là. Mais je dis également que avoir la décision de la Cour, cette décision de la Cour, si ce n'était pas l'aspect certificat qui venait, parce que le mot conformité n'est pas nouveau. Le mot conformité est dans la charte des parties. La Cour n'a pas sorti conformité. C'est la charte des parties qui dit, notamment l'article 56, qui demande aux parties de se conformer. Donc, conformer ne vient pas de la Cour. C'est le certificat ajouté à conformer qui vient de la Cour. Et ce document-là demandé qui vient donc remplacer, qui vient donc compléter la loi, alors que ce n'est pas du rôle du juge constitutionnel. Mais quand même, il faut dire, si la Cour n'avait pas pris cette décision, qu'est-ce qui allait se passer? Si la Cour n'avait pas dit, ok, d'accord, vous, selon la charte, vous avez 6 mois, donc vous avez jusqu'au 16 mars pour vous conformer, d'accord, mais si vous tenez à aller aux élections entre le 21 et le 26, il vous faut forcément vous conformer avant d'aller aux élections. Si la Cour ne l'avait pas fait, nous allons assister également à une injustice. C'est-à-dire qu'on aura un nouveau parti qui vont se conformer, qui vont faire se conformer à la loi en tenant compte de 15 membres fondateurs, pas communes, donc les 1000 et quelques sur cette base-là. Donc on aura donc cette nouvelle formation politique qui seront d'envergure nationale. Et on va donc on va autoriser les anciens partis, les micro-partis, les partis de quartier à aller aux élections, alors même que d'autres se sont conformés à la loi. Donc on allait faire donc de 2 poids, 2 mesures, et ce n'était pas normal. C'est en cela que on a dû, à un moment donné, saluer la décision de la Cour constitutionnelle. Pour dire, la Cour dit, mais non, on ne peut pas assister à cela. Il faut que, si nous allons à une compétition, que nous soyons tous sur les mêmes pieds d'égalité pour compétir. On ne peut pas permettre aux nouveaux partis, aux nouvelles formations politiques, on ne peut pas leur dire, vous devez vous conformer à la loi et laisser les micro-partis qui ne sont pas d'envergure nationale, des partis de quartier, d'arrondissement, aller compétir sans se conformer à la loi. Donc, de ce point de vue, à l'époque, nous avions salué la décision de la Cour constitutionnelle. Mais la Cour aurait pu ne pas parler peut-être du syndicat de conformité et dire simplement partie de se conformer avant d'aller aux élections. C'est ça qui a créé le problème. Sinon, le fait d'exiger, moi de mon point de vue, le fait d'exiger aux anciens partis de se conformer avant d'aller déposer, je trouve que ce n'est que justice. Ce n'est que justice parce qu'on ne peut pas permettre aux nouveaux partis, dire aux nouveaux partis, allez vous conformer, et dire aux anciens partis que nous connaissons, aller comme ça aux élections, alors qu'on sait que parmi eux, il n'y a que certains qui n'ont que des sourdiments. Donc, de ce point de vue-là, la décision de la Cour est salutaire. Mais la Cour aurait pu se contenter de la loi. La loi dit, il faut récépissé provisoire et récépissé définitif. Donc, la question, c'est récépissé définitif dès lors que vous êtes conforme à la loi. Donc, on n'a pas besoin forcément de certificat de conformité. On aurait pu s'en tenir en récépissé définitif. Dans tous les cas, les anciens partis qui avaient un certain récépissé, dès lors que nous allons passer le délai du 16 mars prochain, ces récépissés seront caducs. Donc, dès lors que le ministre de l'Intérieur estime que désormais ceux-là sont conformes à la loi, il délivre le récépissé définitif parce que c'est ce que le législateur a prévu. C'est pourquoi il dit, lorsqu'on condamne entièrement, c'est-à-dire lorsqu'on veut jeter le bébé, l'eau de bain avec le bébé, il dit non, il faut voir, est-ce que la décision de la Cour constitutionnelle est si dangereuse à l'époque? La seule question, c'était la question du certificat qui a créé un peu de souci. Alors, mais aujourd'hui, le juge constitutionnel sera forcément sollicité, puisque le président national a dit, pour ces 2 parties dont les dossiers
parlant bien sûr de l'USL et de l'UDBN dont les dossiers ont été rejetés, il faut saisir le juge constitutionnel. Et on sait que c'est de cette institution qu'est venue l'exigence de la pièce de certificat de conformité. Alors, qu'est-ce qui va se passer alors? Vous savez, puisque c'est parti, on nous sommes dans un pays où ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne respectent pas la loi. Osons le dire. Ils ne respectent pas la loi. Parce qu'ils savaient, s'ils avaient cette posture d'homme d'État de respecter la loi, ils auraient pu respecter quand même le peuple. Parce que respecter le peuple, c'est aussi respecter la loi. Les partis politiques, les formations politiques que nous avons, quand même, c'est des militants qui y sont. C'est le peuple qui est là. Et aujourd'hui, aller aux élections sans l'opposition, moi je trouve que c'est un coup de force. C'est un coup de force. Et si c'est un coup de force, il va falloir que nous appliquions l'article 66 de la Constitution. Ah oui, c'est un coup de force. Parce que dans quel pays, depuis laissons même l'air du renouveau démocratique, même au temps du PRPV, le parti unique, ça n'allait pas en fait de la sorte. On a fini avec ça. Nous sommes dans une nouvelle ère, à partir de 1989, 90, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, déjà presque 30 ans déjà de démocratie, et qui est saluée par le monde entier, cette démocratie digne du nom que les Béninois, et avec ça, se vendent en fait à l'extérieur. Et cette démocratie a pris un coup aujourd'hui. Ça a pris un coup. Et lorsque nous disons nous allons appliquer nécessairement, parce que c'est des gens qui nous disent nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, il faut appliquer la loi. Et la loi est claire. Lorsque nous prenons l'article 66 de notre loi fondamentale, je cite, l'article dit, en cas de coup de force, de putsch, d'agression par des mercenaires, ou de coup de force quelconque. Parce que l'opposition, exclut l'opposition des élections prochaines, c'est un coup de force. Et l'article 66 dit, en cas de coup de force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle. Il dit, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Pour finir, l'article dit, dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. Parce que dans ce cas, cette autorité devient illégitime. Parce que a tordu le cou à la loi. Et cette autorité qui le fait, l'article est clair, il dit, à l'autorité illégitime, constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Mais je crois quand même qu'avec la situation actuelle, on n'est pas... non, la situation, ça va de mal en pire. Chaque jour que Dieu fait, nous disons non, ça va aller, ça va. Avant même que le vote là ne soit fait, le vote des partis, de la charte des partis politiques et du code électoral, nous avons interpellé. On a dit ce n'est pas bien, ça va créer du désordre. Qu'est-ce que nous assistons, à quoi nous assistons aujourd'hui? Nous ne sommes pas des prophètes, mais nous avons vu loin. Nous sommes des éclaireurs, nous sommes des éveilleurs de conscience. On a fait ce qu'on peut faire dans la mesure du possible. On a interpellé toute la classe politique. Ils ont voté. Et aujourd'hui, ils ont voulu faire ils ont voulu faire de la ruse envers le peuple. Et même, ils sont tombés aujourd'hui dans le piège de la ruse. Ils ont voulu ruser avec le peuple. Alors, et aujourd'hui, cette loi... Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Non, moi je pense Quelles sont les démarches? Moi je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un communiqué qui s'est circulé hier sur les réseaux sociaux que le chef de l'État doit recevoir les 10 partis politiques, en tout cas les 10 formations politiques où j'ai échangé avec ces partis politiques. Nous allons bien demander au chef de l'État d'être patient. Parce que nous avons connu un Patrice Talon. Lorsqu'il est avec son peuple, il a toujours l'air de quelqu'un qui est devant ses étudiants ou ses élèves. Et il voulait imposer. Il y a des gens qui l'encouragent. C'est la posture du chef. Non, écoutez, il y a des gens qui l'encouragent. Non, fonce. Attention, qui fonce sans état d'âme sera enfoncé aussi sans état d'âme. Parce que ceux qui disent fonce, tu es courageux, tu es un homme. On dit le faible du pouvoir, c'est de vouloir montrer à tout prix sa force. Nous savons que tu as le pouvoir, nous savons qu'il y a tout. Mais le fait d'avoir cette humilité, le fait d'avoir accepté
ton peuple, c'est ça qui te rend grand. Mais ce n'est pas le fait où les gens nous parlent de la fermeté. J'avais dit sur ce plateau la fois dernière, il faut faire la différence entre la fermeté et l'entêtement. C'est deux mots différents. Et que les gens puissent expliquer ce qu'on appelle entêtement et que les gens puissent nous expliquer ce qu'on appelle la fermeté. C'est deux choses différentes. Et raison pour laquelle nous disons aux uns et aux autres, surtout à ceux-là qui concernent le chef de l'État, le chef de l'État, c'est un homme d'État. Et si les gens vont mettre pied à la présidence, échanger, et qu'on ne trouve pas de solution, c'est qu'il n'y a plus de république, c'est qu'il n'y a plus de ministères, c'est qu'il n'y a plus d'institutions, c'est que la république n'existe plus. Et si la république n'existe plus, c'est que nous sommes incapables de diriger le pays. Et quiconque est incapable de diriger le pays doit démissionner. Vous attendez beaucoup de cette rencontre entre le chef de l'État et les partis politiques. Ça, c'est clair. Parce que lorsque vous entendez le chef de l'État, vous allez comprendre que peut-être que c'est lui qui a même proposé la loi. Parce que c'est lui qui explique. C'est lui qui fait tout à la place du juriste. À la place des autres, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui explique. Nous l'avons vu dans sa posture, lorsqu'il avait rencontré la communauté musulmane, lorsqu'il avait rencontré le clergé, lorsqu'il avait rencontré les propriétaires terriens de Glodjibé, lorsqu'il avait rencontré les pharmaciens, vous allez penser qu'il était le grand agrégé de la pharmacie. Lorsqu'il avait rencontré l'opposition aussi la fois dernière. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous êtes un chef d'État, vous écoutez et vous dites, j'ai compris, nous prendrons les résolutions idoines. Mais on n'est pas à la écoute pour faire accepter aux uns et aux autres votre pensée. Que c'est pour vous qui est la meilleure. Votre pensée qui est la meilleure. Rester à l'écoute de son peuple. Il faut rester à l'écoute de son peuple. C'est ce que nous souhaitons. Arnaud, aujourd'hui, vu la confusion et l'imbroglio qui s'installe dans le processus pour ce scrutin du 28 avril prochain, qu'est-ce qu'il faut faire? Le dégel peut partir d'où? Le dégel peut partir du consensus. Du consensus, parce que vous savez que par rapport au protocole de la CEDEAO, pour modifier la loi, il faut qu'il y ait consensus entre les acteurs. Et c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Si les acteurs s'entendent aujourd'hui, la Sénat peut revoir un peu son calendrier. On peut diminuer les délais de campagne électorale. Mais en aucun cas, en tout cas de mon point de vue, on doit reporter les élections. On doit tenir, parce que ce sera un grave précédent dans notre histoire, dans l'histoire démocratique. Donc, si les acteurs s'entendent, s'il y a consensus, on peut demander à la Sénat de revoir un peu le calendrier électoral, d'ouvrir à nouveau le dépôt des dossiers. Le dépôt des dossiers, malgré les délais prévus là. Donc, demander à la Sénat d'ouvrir et à nouveau les autres partis, en tout cas les partis qui souhaitent se compétir et qui ont déjà fait les pas au niveau du ministère de l'Intérieur, obtiennent les certificats de conformité et viennent déposer les dossiers qu'on va soumettre une fois encore à l'étude de la commission électorale qui va donc les autoriser à compétir. Donc, mais aujourd'hui, le consensus dont vous parlez dans les circonstances actuelles où on voit, puisque Saliou l'a dit tout à l'heure, on voit le chef de l'État dans une certaine posture de fermeté ou c'est pas, et puis on voit aussi les autres partis de l'opposition dans une position un peu plus intransigeante. Est-ce que vous pensez qu'avec toute cette situation, oui, je dis souvent aux gens, n'avons pas intérêt à mettre de l'huile sur le feu. Nous n'avons pas intérêt à quoi qu'il n'y aurait pas consensus. Parce que nous sommes d'abord béninois. Il faut qu'il y ait un pays pour que nous puissions faire de la politique. Si nous aspirons à représenter les Béninois, si nous aspirons au pouvoir et que nous ne savions pas qu'il faut sauvegarder la paix, nous ne savions pas qu'il faut d'abord que le Bénin existe afin que nous allions à l'Assemblée nationale, ça pose un problème. Personne n'a intérêt à mettre de l'huile sur le feu. Et nous répétons très souvent les propos de Monseigneur de Sousa qui dit que qu'aucun bénéficiaire nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. Nous les répétons, mais nous ne méditons pas ces propos. Donc c'est pourquoi il dit encore, jusqu'au dernier moment, nous sommes tenus de quoi qu'il y aurait consensus. Maintenant, vous savez, la décision de la Cour constitutionnelle ne devrait en principe pas être un prétexte pour que le ministère de l'Intérieur ne délivre pas les certificats de conformité. Puisque vous savez que, après vous avez suivi un peu la rencontre avec Parti Salon, les acteurs de l'opposition. Et au cours de cette rencontre qui a été diffusée sur la télévision nationale, on se rend compte qu'au niveau même du ministère de l'Intérieur, on s'est même trompé sur l'interprétation de la loi. Quand le premier vice-président de l'Assemblée nationale dit au chef de l'État, on a parlé de
de membres fondateurs au niveau de l'article 46. Allez lire, lisez si vous ne trouvez pas, je sors de la salle, et qu'il ne soit pas en mesure de répondre comme cela, on comprend qu'on s'est même trompé d'interprétation au plus haut niveau. Parce que lorsque vous reprochez parmi les observations faites aux formations politiques de l'opposition, on dit, vous ne pouvez pas dire que vous êtes ancien parti et dire aujourd'hui que vous avez 1155 ou 1055 membres. Or, la loi dit que pour se conformer à cette loi, il faut 15 membres fondateurs par commune. Donc, par quel assumé vous n'aurez pas ça? Vous aurez forcément 1000 et quelques membres fondateurs. Donc, vous ne pouvez pas être ancien parti et conserver les anciens membres fondateurs. Si vous devez vous conformer aux lois, vous êtes obligé d'avoir de nouveaux membres fondateurs. Et c'est normal que vous alliez jusqu'à 1000 et quelques membres fondateurs. Et au-delà de ça, on parle de attestation de résidence, de résidence. Vous avez suivi un peu le débat. Donc, on se rend compte, après avoir suivi ce débat, si à ce niveau-là, on s'est trompé en principe, on devait déjà revenir du moins sur les dossiers, retraiter les dossiers, requalifier les faits, en tout cas les motifs pour lesquels, puisque le rejet a été motivé, requalifier ces motifs-là pour que les gens puissent participer aux élections comme cela se doit. Vous avez vu pour les forces pour un Bénin émergent, ils ont refait l'Assemblée générale telle que prévu. Donc je pense que s'il y a l'esprit de consensus, nous pouvons véritablement tout faire. C'est pourquoi j'ai la faiblesse de croire que au cours de la rencontre d'aujourd'hui entre le président Patrice Talon et les acteurs, en tout cas puisque c'est tous les acteurs qui sont impliqués, nous allons pouvoir sortir de cette tension sociale, de sociopolitique. Saliou Adamou, vous y croyez? En tout cas, nous le souhaitons vivement. Nous le souhaitons vivement parce que on n'a pas intérêt à voir le pays basculer. On n'a pas intérêt. Comme vient de dire M. Arnaud, qu'il faudrait que le pays existe d'abord, avant que vous ne prétendiez être député, n'est-ce pas? Nous disons que, en tout cas, en connaissant le chef de l'État, je ne sais pas si aujourd'hui il sera éclairé pour qu'on puisse finaliser un certain nombre de choses. Je ne dis pas que le chef de l'État n'est jamais éclairé. Non. Vous savez, à un certain moment, il y a un certain nombre de choses qui viennent. Et vous êtes en colère, vous prenez certaines décisions qui ne sont pas bonnes. Parfois aussi, vous êtes tellement en joie, vous prenez certaines décisions qui ne sont pas bonnes. Mais nous disons qu'il puisse être éclairé, écouter le peuple béninois. Parce que il a dit qu'il n'est pas un obstiné. Le chef de l'État l'a dit. Mais nous n'avons pas dit que le chef de l'État a menti. Mais ce qu'il a dit, c'est le contraire qu'il fait aujourd'hui. Il n'est pas un obstiné. Que vous constatez. Non, naturellement que nous constatons, c'est clair. Il a dit qu'il n'est pas un obstiné. Celui qui n'est pas un obstiné, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on lui parle, il doit écouter, échanger, ne pas rester sur sa ferme position, sur sa ferme posture. Vous comprenez? Donc, nous pensons que le chef de l'État doit écouter le peuple béninois. Parce que, vous avez vu les événements malheureux des semaines écoulées. La semaine dernière, avec un peu vous de voyez, soulèvement dans quelques ce n'est pas milieux. bien pour le pays. Or, pour que ces événements-là ne puissent se reproduire, c'est le chef de l'État qui doit dire trop c'est trop, qu'est-ce que nous voulons, entendons-nous, et ça passe. Et qu'est-ce qu'il devrait faire concrètement? Non, c'est le consensus. De... C'est le consensus, ce qu'il devrait faire. Moi, je pense que c'est le chef de l'État, en tout cas, qui aurait donné, je parle au conditionnel, qui aurait donné instruction à ce que les partis de l'opposition ne puissent pas compétir. C'est ce que j'aurais appris. J'ai parlé au conditionnel. Et si c'était le cas, qu'ils puissent encore donner instruction pour que les partis de l'opposition puissent compétir. C'est la seule chose qu'il nous faut aujourd'hui. Parce que nous doutons franchement de l'impartialité de la Cour constitutionnelle. Franchement. Parce qu'aucune décision prise par la Cour constitutionnelle jusqu'à aujourd'hui n'est dans l'intérêt du peuple. Ça, c'est un acteur politique qui ce n'est pas un acteur politique qui parle. Nous parlons parce que c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous constatons, c'est ce que nous sentons en fait chaque jour que Dieu fait. Et il faut le dire, parce que si on n'éclaire pas le peuple béninois, la lanterne des uns et des autres, au moment opportun, nous serons complices. Parce que
Si aujourd'hui, les gens allaient nous taper, ils allaient nous taper. Mais c'est parce qu'au moment opportun, on avait dit, attention, la charte là n'est pas bonne. Attention, le code là n'est pas bon. Le code là n'est pas bon. Si c'est qu'on avait accepté, c'est qu'aujourd'hui, les gens allaient nous jeter des pieds un peu partout. Mais Dieu merci. Vous comprenez? Donc, c'est parce qu'à un moment, Dieu prend quelqu'un ou un groupe pour les éclairer, pour dire non, laissez ça. Suivez telle personne, ne faites pas ci. Mais nous disons toujours que le pouvoir et l'argent, ça trompe beaucoup. Ça trompe beaucoup. Même moi-même qui vous parle actuellement, il faut se préparer pour ça. Il faut se préparer pour que, surtout le pouvoir. Surtout le pouvoir. Mais la façon dont Dieu vous a hissé, c'est de cette même façon que vous allez tomber. Vous allez descendre, j'allais dire. Vous comprenez? Et il faudrait, non, vous savez, il faut des conseillers peut-être spirituels. Il faut des conseillers qui vont conseiller réellement le chef de l'État sur tous les plans, surtout sur le plan... l'État quand même un entourage bien étoffé. Non, nous sommes d'accord, c'est très bien. Mais ce n'est pas des gens qui ont la liberté d'expression. Parce que lorsque vous prenez le chef de l'État, qui prend la parole devant le peuple, qui ne donne même pas, c'est que un grain de parole à ses ministres. Vous avez vu devant le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur. Mais ce n'est pas des indices non, pour dire, écoutez, moi j'ai constaté ça. Il n'y a pas de liberté d'expression. J'ai constaté ça à plusieurs reprises. Même la Cour constitutionnelle, même. C'est le chef, je dis le chef, le président de la Cour, c'est lui seul qui parle. Qu'il vous souvienne, nous on avait rencontré le président de la Cour pour échanger, surtout sur l'article 242 du nouveau code électoral. C'est lui seul qui a pris la parole. Il avait son vice-président à côté. Et il a fallu que le vice-président puisse demander la parole avant qu'il me dise, oui, vous avez 1 minute pour parler. Non. Raison pour laquelle nous disons tout ce qui se passe aujourd'hui, qui sont des décisions prises par la Cour constitutionnelle, nous disons c'est des décisions prises par Job et nous la Cour constitutionnelle. On est clair. Et puis, s'il y a un débat contradictoire, on va le faire. Et nous avons les preuves. Très bien. Merci en tout cas. Nous allons essayer d'organiser ce débat contradictoire. Organisez-le. Sur Fait Croiser, l'émission que vous allez retrouver très bientôt sur les plateaux de Matin d'Éden, les plateaux d'Éden Télévision plutôt, à Domaoum. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que, pour finir, est-ce que vous ne trouvez pas que cette situation en réalité pose un problème, à savoir les réformes, la mise en application des réformes institutionnelles politiques? Nous savons très bien que quand il s'agit ici de réviser la Constitution, il y a eu tellement de débats autour et finalement on sait ce que le dossier est devenu. Mais pourquoi les réformes enclenchées sous ce régime ont créé si tant de polémiques? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment préparé les réformes ou qu'est-ce qui réellement, à quel niveau le bas blesse plutôt? Bon, je dis que quand on parle de réforme, c'est vrai que je ne me retrouve pas trop dans ce concept de réforme. J'estime que lorsque un gouvernement s'installe, ce gouvernement-là, sa politique développe sa politique publique et qu'il met en œuvre. Donc j'estime que si c'est la politique publique qui est développée, que vous appelez réforme, bon, c'est tant mieux. Parce que là, je vous dirais que au temps de Kéhékou, nous avons eu des réformes. Qu'au temps du président Soglo, nous avons eu des réformes. Qu'au temps du président Yahi, nous avons eu des réformes. Mais on n'a pas eu autant de problèmes. Donc, lorsque les politiques publiques sont bien pensées et que sont évaluées, on peut parer à certaines situations. Donc, lorsque ces politiques publiques ne sont pas bien pensées, vous allez vous enfermer dans un concept qui, de mon point de vue, n'a pas grand sens quand ça ne rencontre pas l'adhésion en tout cas des administrés, quand ça ne porte pas des impacts dignes du nom. Donc, vous voyez, donc, quand on parle de réforme, pour moi, je ne retrouve pas trop dedans. Je constate quand même qu'il y a un programme d'action du gouvernement qui est en train d'être mis en œuvre et que chaque gouvernement, en tout cas chaque régime a son programme d'action qu'il met en œuvre au cours de son mandat. Et pour revenir à la question, par exemple, de la question du système partisan, où nous avons souhaité également qu'on puisse mettre un peu de l'ordre dans ce multipartisme intégral qui est en train de déconfigurer notre tissu social, qui est en train de porter en tosse en tout cas, à cet esprit de patriotisme que nous avions. Si des deux frères peuvent créer des différents partis et se battre dans nos localités, si on ne peut plus, la cohésion nationale ne peut plus exister parce que tout le monde veut avoir, chacun veut avoir son parti, ce n'est pas normal. Et le diagnostic est clair. Donc tout le monde, même les acteurs politiques,
qui aujourd'hui contestent un peu la manière dont on a proposé cette loi-là, sont d'accord que ce diagnostic est clair. Mais là où c'est que nous les reprochons, les solutions, c'est que nous les reprochons, qu'est-ce qu'ils proposent? C'est facile de dire ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Lorsque nous sommes tous d'accord sur ce diagnostic-là, il faut proposer une solution. Et c'est le mérite de ce régime. Tout au moins, on a proposé cela. Mais je dis une fois encore, nous n'allons pas pouvoir vouloir corriger le multipartisme intégral et repartir en arrière. 30 ans en arrière pour aller nous retrouver dans le monopartisme où on nous dit qu'on va à une élection législative où il faut choisir entre talon et talon, c'est-à-dire entre les blocs, en tout cas les partis, les formations politiques relevant du chef de l'État, proposés, initiés par le chef de l'État. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je dis que quand nous allons nous attarder sur la décision de la Cour constitutionnelle, c'est déjà derrière nous. Est-ce que la décision de la Cour constitutionnelle empêche le ministre de l'Intérieur de délivrer les certificats de conformité aux gens dès lors que les dossiers sont... Il faut le consensus entre les acteurs. On n'a eu que deux problèmes, on n'a eu que deux éléments. Le quitus fiscal qui a été politisé et le certificat de conformité qui a été politisé. Sinon, on ne serait pas dans cette situation. Personne n'allait même revenir sur la décision de la Cour constitutionnelle. On allait considérer qu'une fois encore, ce ne serait pas une première, que le juge constitutionnel s'est substitué au législateur et a fait une inclusion dans la loi. Et ça dit qu'il faut suppléer le vide laissé dans la loi. Il n'y a pas de souci, mais on aurait pu avancer si on n'a pas politisé le certificat de conformité, si on n'a pas politisé le quitus fiscal, on ne serait pas dans cette situation. Donc j'appelle quand même au consensus entre les acteurs pour qu'on puisse... Merci bien, chers invités. Saliou Adamou et puis Arnaud Doumaou. C'était donc l'instant décryptage sur Martin Dédène, validation des 2 blocs de la mouvance présidentielle pour les législatives de 2019. Quelle analyse, voilà. Donc, je crois que les analyses ont été faites sur ce plateau déjà. Mais pour l'instant, on retient qu'il y a 2 listes en compétition pour les législatives et que si les choses restaient en l'état, on s'achemine alors vers un scrutin monocolore. On espère très bien, et comme l'ont dit les 2 invités, que la classe politique puisse retrouver le consensus nécessaire et simplement éviter aujourd'hui les goulots d'étranglement pour un dégel de la situation et pour que tous les partis, en tout cas en règle, se présentent aux élections prochaines pour la stabilité et pour le bonheur de la démocratie béninoise. Saliou Adamou, merci à vous. Arnaud Doumaou, merci. Nous espérons vous revoir très prochainement sur ce plateau parce que ça va continuer les débats sur Martin Dédène. Merci à toutes et à tous.